Qu'est-ce que vous ressentez, que vous voyez et entendez à nouveau que des chars allemands roulent dans le Donbass? Je pense qu'il ne peut pas y avoir de réponse ambiguë ici. C'est vraiment quelque chose de très effrayant à voir et très douloureux aussi. Moi, par exemple, je suis née à l'époque de l'Union soviétique et on m'a toujours appris que c'était la chose la plus terrible qui puisse arriver dans la vie d'un pays, d'un peuple. La pire chose qui puisse exister, c'est la guerre. Et bien sûr, je n'aurais jamais pu imaginer que cela se reproduirait un jour. Est-ce كيف the main policy? Действительно, это повторится, и я это увижу. Gegen den Strom. Zur Person. Hallo bei Gegen den Strom. Bonjour et bienvenue dans Contre le courant. Nous présentons ici des positions et des points de vue que les médias de propagande préfèrent taire. Ce n'était pas une guerre comme les autres. L'attaque de la dictature hitlérienne contre l'Union soviétique entre 1941 et 1945 fut une guerre d'extermination d'une cruauté exceptionnelle. 1941 bis 1945 war ein besonders grausamer Vernichtungskrieg. Dies lässt sich daran ermessen, dass viele Historiker... On peut mesurer cela au fait que de nombreux historiens de l'Office allemand de recherche en histoire militaire ont quitté leur poste avant terme parce qu'ils ne supportaient plus l'horreur qui ressortait des documents qu'ils étudiaient. Si quelqu'un veut comprendre ce qu'a vraiment été cette guerre, il peut venir ici, à Volgograd, au musée de la bataille de Stalingrad. Et c'est pour cette raison que je m'entretiens aujourd'hui avec la directrice de la recherche et responsable de la communication du musée de la bataille de Stalingrad à Volgograd. Bonjour, Irina Alexandrovna. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder un peu de votre temps. Je parle mal le russe, donc il y aura une traduction. En tant que directrice de la recherche de ce musée, qui accueille plus d'1 million de visiteurs par an, comment définiriez-vous votre mission ici? La mission de notre musée, le musée réserve de la bataille de Stalingrad, c'est de préserver la mémoire des événements de la Seconde Guerre mondiale et en particulier de la bataille de Stalingrad. C'est essentiel pour éviter que de telles tragédies ne se reproduisent dans n'importe quel pays à l'avenir. Dès sa création, le musée avait pour but de garder vivante cette mémoire et de la transmettre aux générations suivantes. Qu'est-ce que les visiteurs peuvent voir ici, qu'ils n'iraient pas ailleurs? Dans notre musée, on conserve énormément d'objets personnels des participants à la bataille de Stalingrad. Il y a même eu des histoires incroyables. Des soldats, avant de partir au front, écrivaient à leur famille depuis Stalingrad en disant « Si je meurs, venez à Stalingrad. Il y aura forcément un musée. Et là, vous verrez ma photo, vous verrez mes affaires. » Et très souvent, des gens, sans même savoir ce qu'étaient devenus leurs proches, disparus par exemple, venaient ici, arrivaient dans notre ville et découvraient la vérité. Parfois, la personne était enterrée dans une fosse commune sur le mont Mamaïev. Nous avons aussi un service spécial qui s'occupe de déchiffrer les noms. Il dispose d'un fichier, d'une véritable base de données. Pendant des années, des gens venaient sans savoir où étaient enterrés leurs proches. Et là, ils découvraient enfin. Cette mémoire prenait alors une forme concrète, un lieu précis où l'on pouvait venir se recueillir, honorer la mémoire d'un parent, d'un père, d'un grand-père ou d'un arrière-grand-père tombé pour la patrie. Sur le mont Mamaïev aussi, dans la salle, sont gravés les noms de ceux qui sont morts en défendant Stalingrad, en défendant leur pays. Et pour les familles, quand elles retrouvent le nom d'un de leurs proches, c'est toujours un moment très fort, un grand honneur. Savoir qu'il est ici,
immortalisés, c'est la preuve que nous nous souvenons de nos héros, que nous gardons cette mémoire vivante et que nous la transmettons aux générations suivantes. Vous avez dit quelque chose d'intéressant pendant notre entretien préalable. Vous avez dit que ce sont les responsables politiques qui décident des guerres et que ce sont les populations, les gens, qui en subissent les conséquences. Et cela se voit aussi très clairement ici dans l'exposition, à travers de nombreuses histoires personnelles documentées, comme par exemple celle du soldat Panamarenko. Oui, bien sûr, c'est une tragédie. Toute guerre est une tragédie. Toute guerre apporte la destruction et la mort. Des mères perdent leurs fils, des épouses perdent leurs maris, des enfants perdent leurs parents. Et bien sûr, si le sujet de la Seconde Guerre mondiale, de la bataille de Stalingrad, reste si important pour les gens, pour tout notre peuple, c'est parce qu'il a littéralement touché chaque famille. Dans presque chaque foyer, il y avait quelqu'un qui combattait au front. Et même si cette histoire s'éloigne avec les années, même si le temps passe, elle reste présente à travers une ou deux générations. Ce sont nos grands-pères, nos arrière-grands-pères. Tout cela reste très proche de nous. Il y a des choses qui ont été préservées, des récits qu'on peut encore transmettre aux tout-petits, à ceux qui viennent de naître. Et c'est essentiel parce que si on oublie, si on laisse tout cela tomber dans l'oubli, le risque, c'est que les guerres se répètent encore et encore. Et les gens continueront à s'entretuer. Aucune idée ne mérite qu'on meure pour elle. C'est pour ça qu'il faut toujours se rappeler à quel point c'est une tragédie et combien il est important de ne pas la laisser se reproduire. J'aimerais maintenant évoquer quelques destins particuliers. Nous avons déjà parlé du soldat Ponomarenko, qui avait écrit son rapport avec son propre sang dans son passeport. Au musée Panorama, on conserve un objet assez remarquable. Le passeport du docteur Ponomarenko. C'était un habitant de Stalingrad qui, pendant la bataille de Stalingrad, est devenu médecin militaire. Il soignait les soldats blessés tout en ayant lui-même été grièvement touché. Et dans ses derniers instants, convaincu qu'il ne survivrait pas à une blessure aussi terrible, il a voulu laisser un dernier message. Mais dans cette situation, il n'avait sous la main aucun papier, à part ses propres documents, son passeport, et aucune encre, sauf son propre sang, qui s'écoulait de cette grave blessure. Alors il a écrit avec son sang dans son passeport ces mots, qu'il ne voulait pas mourir à 26 ans, qu'il voulait vivre, qu'il voulait encore faire beaucoup pour sa patrie, pour les gens. Il a laissé ce passeport caché entre les briques du moulin Gerhardt, qu'on peut encore voir aujourd'hui juste à côté du musée Panorama. Mais heureusement, Ivan Ponomarenko a survécu. Après la guerre, il est revenu à Stalingrad, a retrouvé cette cachette grâce à des signes que lui seul connaissait et a récupéré son passeport. Plus tard, il l'a remis à notre musée comme une sorte de relique, un témoignage des combats acharnés et du dévouement des soviétiques, les défenseurs de Stalingrad. Puis, grâce à elle, nous avons découvert d'autres destins pendant la visite de la grande exposition panoramique. Par exemple, celui du tireur d'élite Zaïtsev. Vassili Grigorievitch Zaïtsev était un tireur d'élite très connu à cette époque. Il a combattu sur le front de Stalingrad au sein de la 62e armée. Ce qui caractérisait surtout les combats de Stalingrad, c'étaient les affrontements de rue. Les positions soviétiques et celles des fascistes se trouvaient tout près les unes des autres, parfois à seulement quelques dizaines de mètres.
Dans ces conditions, le tir de précision est devenu un moyen particulièrement efficace. Sur le front de Stalingrad, il y avait environ 1 millier de tireurs d'élite soviétiques. Et ensemble, ils auraient éliminé près de 27 000 ennemis. Vassili Zaïtsev était l'un des plus célèbres d'entre eux. Il a mis au point de nouvelles méthodes de tir de précision et formait les jeunes soldats à ces techniques. En quelque sorte, il était un mentor, un véritable maître du tir de sniper. Pour ses exploits pendant la bataille de Stalingrad, il a reçu le titre de héros de l'Union soviétique. Et dans le musée, on peut encore voir son fusil de sniper qu'il a lui-même offert après la guerre. Ce qui caractérisait les combats à Stalingrad, et vous l'avez d'ailleurs mentionné tout à l'heure, c'était la guerre de rue, la bataille maison par maison. Certains bâtiments ont été pris, repris, puis encore une fois reconquis. On se battait entre le 2e et le 3e étage, entre le 3e et le 4e. Les grenades volaient d'un côté et de l'autre. Mais l'armée rouge a réussi à tenir la rive décisive du fleuve. Comment cela s'est-il passé? D'ailleurs, c'est justement Vassili Zaïtsev qui est l'auteur de cette phrase devenue une sorte de devise pour tous les défenseurs de Stalingrad. Quand il est arrivé dans la ville, on a remarqué son talent de tireur d'élite. On lui a remis un fusil de sniper et on lui a demandé s'il comprenait sa mission. Il a répondu « Oui, au-delà de la Volga, il n'y a plus de terre pour nous. » Et cette phrase « Au-delà de la Volga, il n'y a plus de terre pour nous » voulait dire que l'ennemi devait être arrêté là à tout prix. Il ne devait en aucun cas atteindre la Volga. Parce que la Volga, évidemment, avait une importance énorme. C'était la principale artère de transport par laquelle on acheminait le matériel militaire et le pétrole indispensable à la guerre. Et tout le monde en avait bien conscience, en fait. Ce n'est pas qu'il y avait des doutes, mais chacun comprenait que oui, c'était un point extrême. Oui, le pays est immense, oui, il reste encore beaucoup de territoire, mais il était impensable de laisser l'ennemi avancer plus loin. Il devait être arrêté. Moscou était évidemment très importante, c'est la capitale, mais Stalingrad l'était tout autant. C'était un grand centre de transport, un grand centre industriel. Et puis, il portait le nom de Staline. Céder à l'ennemi une ville qui porte le nom de Staline, ce serait une sorte de défaite morale. C'est pourquoi les gens ici se sont vraiment battus jusqu'au bout, en comprenant que l'ennemi devait être stoppé, quoi qu'il en coûte. Les combats à Stalingrad étaient aussi une grâce de Jane de Paiporis Ruthingil. Des gens étaient maigres, dépaffés. Oui, un très grand nombre de civils ont souffert. En fait, tout s'est déroulé très vite et il n'y a tout simplement pas eu le temps d'organiser une évacuation avant le début de la bataille. Bien sûr, une partie de la population a pu être évacuée, mais malgré tout, beaucoup d'habitants ont été contraints de rester en ville. Quand les bombardements ont commencé, le 23 août, les bombes ont détruit les dépôts de pétrole sur la rive de la Volga. Le fleuve a alors pris feu et il est devenu impossible de le traverser. De l'autre côté, tout était déjà occupé par les fascistes. Beaucoup de gens sont morts en essayant de passer cette eau en flammes. Mais beaucoup ont préféré, plutôt que de mourir ainsi, rester dans la ville et tenter de survivre, coûte que coûte. Ils se cachaient dans les caves, dans des abris creusés à même la terre, parfois simplement dans des trous ou des fosses, essayant de survivre tant bien que mal dans ces conditions terribles. Et ce n'est pas tout. Ils ne faisaient pas que se cacher. Ils travaillaient aussi dans les usines. Ils participaient eux aussi à l'effort de victoire. Même les enfants, les adolescents, cherchaient à aider l'armée. Souvent, ils devenaient éclaireurs parce qu'ils connaissaient bien
les rues, les maisons, les quartiers. Eux aussi, à leur manière, apportaient leur aide. Et bien sûr, un très grand nombre de personnes vivaient dans les zones occupées, car plus de 80% du territoire de la ville était sous le contrôle des fascistes. Depuis ces quartiers occupés, les civils étaient déportés vers des camps de concentration en Allemagne et dans d'autres pays européens occupés par le régime nazi. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la grande usine de tracteurs a continué à fabriquer des chars pendant les bombardements, en plein milieu des combats. Et 40% de tous les chars russes T-34 venaient de l'usine de tracteurs de Stalingrad. Oui, autant que possible. Tant que les combats ne s'étaient pas encore déplacés directement dans les ateliers de l'usine, elle a vraiment continué à fonctionner, à produire. En temps de guerre, oui. Au lieu de fabriquer des tracteurs, elle s'est mise à produire des chars. Et souvent, même les ouvriers de l'usine participaient eux-mêmes au combat. Il existe des témoignages documentés, des cas décrits, où un ouvrier, après avoir réparé un char, montait dedans, partait au front et prenait part aux affrontements. Autrement dit, même quand il n'était plus possible de fabriquer de nouveaux chars, l'usine continuait malgré tout à travailler pour les réparer. Le commandant en chef allemand ici, le maréchal Paulus, a été promu maréchal par le dictateur Adolf Hitler, parce que le Führer pensait qu'un maréchal allemand ne se rendrait jamais. Mais la capitulation a bien eu lieu, et 91 000 soldats allemands ont été faits prisonniers de guerre. Quel rôle cela a-t-il joué dans le cours de la Grande Guerre? D'abord, c'était la première fois dans l'histoire de l'Allemagne qu'un maréchal était fait prisonnier. Paulus est devenu le premier maréchal à se rendre. Et il faut dire que Paulus était vraiment une figure majeure, très importante dans l'armée nazie. Il faisait partie des auteurs du plan Barbarossa, le plan de guerre éclair contre l'Union soviétique. Et comme on le sait, déjà en captivité, il a mené une activité antifasciste très active. Autrement dit, il travaillait auprès des officiers allemands, les appelant à mettre fin à cette guerre insensée, à se rendre et à arrêter les combats. Et quand s'est tenu le procès de Nuremberg, comme on le sait, il y a témoigné pour l'accusation, c'est-à-dire au nom de l'Union soviétique. Ce qui bien sûr a été totalement inattendu et a provoqué un choc chez les autres commandants allemands. En somme, la main droite d'Hitler témoignait contre eux. Et même après avoir passé de longues années en captivité, Staline ne lui a pas permis de rentrer chez lui pendant longtemps. Ce n'est qu'après la mort de Staline que Paulus a obtenu cette autorisation. En quittant l'Union soviétique, il a prononcé cette phrase devenue célèbre « Je suis venu dans ce pays en ennemi, mais je le quitte en ami ». Mais les combats acharnés à Stalingrad ont aussi marqué, pour l'ensemble des opérations militaires de la Seconde Guerre mondiale, le véritable tournant. Bien sûr, la bataille de Stalingrad a marqué le début d'un tournant décisif dans le cours de la Seconde Guerre mondiale. En fait, Stalingrad a été le point le plus à l'est atteint par les troupes fascistes. Au-delà, elles n'ont plus avancé. C'est là qu'elles ont été définitivement arrêtées, et c'est à partir de Stalingrad que l'armée rouge a commencé son mouvement de libération vers l'ouest. Après Stalingrad, il y a eu la bataille de Kursk, la levée du blocus de Leningrad, la libération des territoires occupés de Biélorussie, puis celle des Européens conquis. Cela inclut bien sûr aussi la libération du camp de concentration d'Auschwitz. Un jeune journaliste du Frankfurter Allgemeine Zeitung, Stefan Locke, consacre toute une page à la commémoration de la libération du camp d'Auschwitz. Mais il oublie de mentionner que c'est l'armée rouge qui a libéré Auschwitz. Qu'en pensez-vous?
befreit hat. Was halten Sie davon? Bien sûr, c'est très douloureux de voir comment aujourd'hui certains faits historiques sont parfois falsifiés. Et ça, on ne peut pas simplement l'expliquer par de la propagande. Ce sont des faits. Pourquoi existe-t-il justement un musée comme le nôtre? Parce qu'on y conserve des documents authentiques, des matériaux réels, qui ne laissent aucune place à une double interprétation des événements historiques. Et c'est pour cela qu'il est si important, encore une fois, de revenir à la mission de notre musée. Nous préservons des documents, nous gardons des preuves qui montrent que malheureusement, certaines personnes, certains gouvernements, dans certains pays, essaient aujourd'hui, pour servir leurs propres intérêts, de remettre tout cela en question. Bien sûr, cela ne peut provoquer qu'une profonde douleur. Le 9 mai, ici aussi à Volgograd, on célèbre la victoire sur la dictature hitlérienne et la libération de l'Allemagne du fascisme. Toute la ville est dehors. Je vois des classes d'école dans notre hôtel. Des jeunes portent le ruban de Saint-Georges, ils portent des casquettes qui rappellent l'engagement de l'armée rouge. Peut-on dire que la lutte contre la dictature hitlérienne et la victoire pendant la Seconde Guerre mondiale sont devenues une partie de l'identité nationale? Bien sûr, c'est une partie du code culturel, on peut dire, de tout le pays, de tout le peuple russe. Parce que, comme je l'ai déjà dit, il n'y avait pratiquement pas de famille que la guerre n'ait pas touchée. Et bien sûr, c'est une fête pour tout le monde. Comme le disait une chanson soviétique, c'est une fête avec des larmes aux yeux. Oui, c'est une fête payée d'un très grand prix, d'un prix de sang. Mais ça reste une fête. C'est la fête de la liberté. Et pas seulement la liberté de notre pays, parce que c'est le monde entier qui a été libéré. La menace était immense, elle pesait sur toute la planète et c'est notre peuple qui a libéré le monde de cette menace du fascisme. Alors, en prenant conscience de cette mission immense, de cette victoire si importante, même les générations qui ne la connaissent qu'à travers les manuels d'histoire se sentent encore aujourd'hui partie prenante de ce code culturel essentiel et de cette fierté nationale. D'après ce que j'ai pu observer, dans les familles russes, les grands-parents transmettent beaucoup plus fortement leur vécu de la guerre, leur expérience du conflit, à leurs petits-enfants. Mais aujourd'hui, que ce soit en Allemagne ou en Russie, nous avons affaire à des gens de 20 ou 30 ans qui n'ont absolument aucune idée de ce que la guerre signifie vraiment. Comment gérez-vous cela? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour faire passer cette expérience? Quand nous avons parcouru le musée ensemble, vous avez sans doute remarqué à quel point nous avons beaucoup de visiteurs, surtout des enfants, des adolescents et de très nombreux groupes organisés. Des classes entières d'élèves viennent ici, parfois même de villes éloignées. Et bien sûr, ils veulent en savoir plus sur tout cela. C'est d'ailleurs l'une de nos principales missions, transmettre cette mémoire, cette histoire, justement à la jeune génération. Et pas seulement à travers des conférences abstraites, mais en montrant des objets réels. Même en montant sur le mont Mamaïev, on comprend que le mémorial n'a pas été construit là par hasard. C'est un véritable lieu de combat. C'est ici même que le sang a coulé. C'est ici que se sont battus les soldats soviétiques, souvent à peine plus âgés que les garçons et les filles qui gravissent aujourd'hui cette colline. Et tout ce qui est incarné dans ces sculptures, si expressives, si chargées d'émotions, je pense qu'il n'est pas exagéré de dire qu'aucune personne ne reste indifférente en visitant ces lieux et en découvrant ces histoires. À l'inverse, je constate bien sûr chez les jeunes en Allemagne beaucoup d'oubli de l'histoire. Il y a d'ailleurs un dicton qui dit « Quand on ne sait rien, on doit beaucoup croire ». Est-ce que c'est un danger pour l'évolution de notre société aujourd'hui?
C'est une expression très juste et je suis tout à fait d'accord avec elle. Chez nous, on dit souvent que un peuple qui ne se souvient pas de son passé n'a pas d'avenir. Et je pense que c'est vraiment la mission principale de tous ceux qui travaillent sur l'histoire, de ceux qui conservent les archives et aussi des guides qui en parlent aux enfants. Nous faisons d'ailleurs un énorme travail avec la jeune génération. Il n'y a pas si longtemps, nous avons même ouvert un centre muséal pour enfants. Il y a là-bas des spécialistes qui conçoivent des programmes spécialement pour eux. Ces programmes existent sous différentes formes, modernes, interactives, multimédia, parfois même sous forme de jeux de piste ou d'activités ludiques. L'idée, c'est de parler aux jeunes dans un langage qui leur est accessible et intéressant, tout en leur transmettant des choses essentielles et des faits historiques importants. J'aimerais poser la question à la personne Irina Alexandrovna, pas à l'historienne. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui quand vous voyez et entendez à nouveau des chars allemands avancer dans le Donbass? Je pense qu'il ne peut pas y avoir de réponse ambiguë ici. C'est vraiment quelque chose de très effrayant à voir et aussi de très douloureux. Moi, par exemple, je suis née à l'époque de l'Union soviétique et on m'a toujours appris que la chose la plus terrible qui puisse arriver dans la vie d'un pays, d'un peuple, c'est la guerre. La guerre, c'est ce qu'il y a de pire. Et bien sûr, je n'aurais jamais pu imaginer que cela se reproduirait un jour et que je le verrais de mes propres yeux. Je ressens votre douleur et je crois qu'elle ne s'atténue pas quand on parle des responsables politiques en Allemagne, qui aujourd'hui tiennent des propos comme « La Russie sera toujours notre ennemi » ou « Nous menons une guerre contre la Russie ». Avez-vous parfois l'impression qu'une nouvelle génération de politiciens cherche à se venger de la défaite de Stalingrad? Bien sûr, je ne suis pas un politicien ni un diplomate. C'est donc difficile pour moi de tirer des conclusions aussi globales. Mais j'ai la conviction profonde que, surtout dans le monde d'aujourd'hui, l'humanité doit continuer à se développer. Et que faire la guerre, en détruisant physiquement d'autres êtres humains, pour le dire simplement, c'est une méthode dépassée. Les gens devraient quand même chercher à progresser, aussi bien sur le plan intellectuel que mental, et trouver des moyens plus civilisés de résoudre n'importe quel conflit ou situation politique. Seriez-vous d'accord avec la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères qui a un jour déclaré, je cite en substance, « Nous les Russes avons pardonné, les Allemands ont oublié ». C'est difficile pour moi de dire si le mot « pardonner » est vraiment approprié ici. Mais une chose est sûre, et vous le voyez vous-même, la mémoire de cette guerre n'a pas disparu. Encore une fois, beaucoup de ceux qui ont vécu la guerre, et ce n'est pas mon opinion personnelle, ni des suppositions, mais les souvenirs de vraies personnes, de civils touchés par la guerre, racontent que quand on faisait passer les colonnes de prisonniers à Stalingrad, très souvent, des femmes russes leur apportaient à manger. Elles partageaient même les maigres réserves qu'elles avaient à ce moment-là. Elles ne ressentaient plus de haine envers eux, mais plutôt de la compassion pour des gens qui s'étaient simplement retrouvés dans une telle situation. Parce que, comme on l'a déjà dit, ce sont les politiques qui font la guerre, mais ce sont les gens ordinaires qui en subissent les conséquences. Et beaucoup de ceux qui se retrouvent impliqués dans une guerre sont, en réalité, des otages des circonstances. On les envoie combattre, ils obéissent aux ordres, mais est-ce vraiment leur choix? Je pense que bien souvent, ce n'est pas le cas. Quand on voit qu'en Allemagne, on recommence à attiser la haine contre la Russie,
qu'il y a de nouveau de la russophobie et de la haine envers les Russes, diriez-vous que c'est une forme de racisme? Encore une fois, comme nous l'enseigne l'histoire, et surtout celle de la Seconde Guerre mondiale, le racisme, le nazisme ou toute idéologie de ce genre sont destructeurs. Ils ne mènent qu'à la ruine et au malheur. Nous avons derrière nous plusieurs décennies de réconciliation entre les peuples de Russie et d'Allemagne. Je pense qu'après la guerre d'anéantissement de la Seconde Guerre mondiale, c'était aussi quelque chose d'historiquement unique. Et maintenant, nous vivons une nouvelle guerre froide, une nouvelle confrontation. Pensez-vous qu'une réconciliation soit à nouveau possible? Bien sûr, on a vraiment envie de croire que l'humanité finira par surmonter cette crise, que la raison l'emportera, que la vérité triomphera, que les gens se tourneront enfin vers des idées de paix et comprendront que malgré tout, c'est notre monde à tous, c'est notre histoire commune. Si on y pense à l'échelle du monde, la vie humaine, c'est un moment très court dans l'histoire de l'univers et même de notre planète. Nous sommes tellement liés les uns aux autres que diviser les gens selon certains critères, surtout des critères nationaux ou raciaux, c'est une impasse totale. Nous restons tous des habitants de cette planète et nous continuerons à vivre ensemble d'une manière ou d'une autre. Mais la qualité de cette coexistence, selon qu'on choisit de détruire ce monde et celui des autres, ou au contraire de construire et d'enrichir la vie commune, ça ne dépend que de nous, des êtres humains. Et j'ai envie de croire que cette compréhension finira quand même par l'emporter. Avez-vous un mot pour les responsables politiques en Allemagne qui aujourd'hui encore parlent de capacité de guerre et pour celles et ceux qui se laissent entraîner dans de nouveaux conflits? Notre pays, le peuple russe, les habitants de la Russie ne veulent pas de guerre. Oui, il y a eu la guerre, mais nous défendions notre patrie. Notre pays ne déclenche pas de guerre, sauf quand il s'agit de protéger le sien. Et bien sûr, nous faisons partie du monde commun. Nous faisons partie d'une culture partagée. Et je crois que le plus important, c'est de comprendre et de préserver ce monde commun qui est le nôtre. Merci beaucoup, Irina Alexandrovna. Merci. La directrice de la recherche du musée de la bataille de Stalingrad, ici à Volgograd, dit qu'il ne faut pas oublier l'héritage historique de cette guerre. Les politiciens déclenchent les guerres, ce sont les gens qui en souffrent, et elle espère qu'une nouvelle phase de réconciliation va s'ouvrir. Merci beaucoup pour votre temps. Ici, dans Contre le courant, nous vous présentons des positions et des points de vue que les médias de propagande passent sous silence. Verschweigen.